Bonjour François-Olivier Gisbert. Bonjour Sonia Mabrouk. Et bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes auteur, éditorialiste et avant de parler, François-Olivier Gisbert, de politique française, direction bien sûr les États-Unis avec cette tentative d'assassinat sur Donald Trump. Le suspect se cachait dans un buisson sur un parcours de golf. C'est le Secret Service qui a repéré l'individu qui a finalement été interpellé alors qu'il tentait de fuir. Donald Trump a réagi. Quelle image a-t-il aujourd'hui? Celui d'un miraculé qui résiste à tout, à deux tentatives d'assassinat. Oui, c'est très bon. Lors de la première tentative, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais enfin, il avait réagi avec beaucoup de classe. Et les Américains adorent ça, le côté cow-boy, héros. Et puis là, apparemment, c'est un vrai professionnel avec un fusil d'assaut à 400 mètres. Enfin, c'était quand même très sérieux. Alors, on attend la suite de l'enquête, mais je pense que c'est bon pour lui, évidemment, parce que ça fait baraka. Vous savez, ça me rappelle un peu un personnage qui était complètement mythique, d'ailleurs, dans le monde arabe, qui était Yasser Arafat. Le nombre de tentatives d'attentats auxquelles il avait échappé, je ne sais pas, c'était en dizaines, je ne vais pas dire en centaines, mais c'était juste incroyable. Donc là, évidemment, ça n'est pas mauvais pour lui. La campagne avait tendance à patiner un peu pour Trump, et là, je pense que ça va l'aider. En France maintenant, François-Olivier Gisbert, le gouvernement Barnier est en cours de constitution et de finalisation cette semaine. Il se hâte lentement. Hein. Oui, il se hâte lentement, c'est joliment dit. Comment vous le décririez, Michel Barnier, vous qui avez côtoyé quasiment tous les politiques? Il tient beaucoup à ses terres savoyardes, on le dit, évidemment enraciné, un montagnard très loin de la communication. Oui, absolument. C'est monsieur anti-com, c'est le contraire de Macron. Il faut dire que Macron, c'est du champagne. Enfin, c'était très pétillant au début du premier quinquennat. Et maintenant, on ne peut pas dire à la fin, il n'y avait plus de bulles, carrément. Même ça tournait un petit peu au vinaigre. Et puis là, c'est la camomille. Ou de la verveine, je ne sais pas. Alors, il va peut-être mettre un peu de caféine dedans, Barnier, mais c'est vrai que c'est un tempérament radicalement différent. Très sérieux, expérimenté, respectable, pas de casserole, enfin, vous voyez, et puis, voilà, c'est quelqu'un qui avance. Après, il ne faudra pas qu'il se trompe, et notamment dans la formation du gouvernement, je pense qu'il est très important dans la situation où il est, c'est-à-dire avec une majorité, enfin, même pas une majorité relative, enfin, quand on regarde l'Assemblée, on a l'impression qu'il n'y a pas de majorité, il faut vraiment qu'il ait des têtes d'affiche, enfin, qu'il soit appuyé par des gens costauds. S'il essaie de jouer, de préparer par exemple 2027 en mettant que des hommes à lui, ça ne va pas le faire. Tête d'affiche des gens costauds, ce sont les conditions de la réussite pour vous? Moi je pense que la situation est catastrophique. À quoi qu'il arrive, quel que soit le choix de l'équipe, non, c'est pas ça. La situation économique est catastrophique. N'oubliez jamais, Macron, qu'on appelle dans le Midi d'ailleurs souvent Machiavellou, ou Machiavellon, c'est marrant. Mais Macron, si vous voulez, il s'est endetté pour rester, il s'est endetté pour faire plaisir. Enfin, il a endetté la France, parce que c'est pas lui qui l'a endetté, c'est 1200 milliards sur les 3200 milliards d'endettement que nous avons, la France. Il a fait plus d'un tiers. C'est le problème le plus sérieux, c'est le défi le plus grand qui nous fait face? Non, parce qu'on fait comme si c'était pas important. Mais c'est fondamental. Si vous voulez, la France est fragile. La France est, je veux dire, dans la situation de la Grèce aujourd'hui, la Grèce d'il y a quelques années, c'est pas aussi grave. La France est dans la situation de la Grèce, mais oui, mais c'est pas si grave. Dépossession et au bord du gouffre. Non, on peut s'en sortir justement. Mais c'est pour ça qu'il a absolument pas le droit à l'erreur. Et je pense que quand on dit souvent qu'on est en 1958, c'est une phrase qui revient souvent, mais c'est vrai qu'on l'est. C'est-à-dire, et là, qu'est-ce qu'il a fait de Gaulle? Eh ben, il est venu avec avec tout le monde, en fait. Vous vous souvenez, il y avait ses pires ennemis, Antoine Pinet, Guy Mollet, etc., qui étaient au gouvernement. Et puis, dans une sorte de mouvement d'union nationale, ce que ne peut pas faire Barnier, visiblement, parce qu'il y a trop de divisions actuellement. Et je pense aussi que les gens ne ressentent pas assez la gravité de la situation. C'est-à-dire le bilan de Macron... Qui la ressent, François-Olivier Gisbert, aujourd'hui? Et est-ce que Michel Barnier aura les coups des franches par rapport à Emmanuel Macron lui-même? Qui la ressent, si vous voulez? Moi, je suis fasciné de la dichotomie qu'il y a entre ce qu'on peut ressentir quand on réfléchit, et puis une grande partie de la population, mais ça c'est très simple, je pense qu'il y a une sorte de déni global, général en France, et pas seulement à la gauche ou à l'extrême gauche, c'est-à-dire la situation est tellement atroce, les gens préfèrent penser à autre chose, c'est-à-dire comme dit très bien Jérôme Fourquet, que vous invitez souvent et qui dit toujours, qui est quelqu'un d'absolument formidable, et il dit, c'est vraiment le grand politologue aujourd'hui en France, et il dit,
qu'est-ce que font les Français? Ils font des déjeuners en famille avec des barbecues et ils essaient de penser à autre chose. Très bien. Pardonnez-moi, par exemple, prenons un exemple précis et un domaine précis, l'immigration. Est-ce que les peuples, les populations n'ont pas compris d'instinct ce que les gouvernants ou certains gouvernements n'ont pas encore compris? Quand vous interrogez les Français majoritairement, et quelles que soient leurs convictions politiques, ils vous disent c'est un véritable défi. Est-ce qu'aujourd'hui, au contraire, les populations n'ont pas compris ce que les gouvernements, parfois pressentent et n'osent pas dire? Ce que vous dites, qui n'osent pas dire, enfin, ils sont lamentables. Ils sont lamentables, ils ont peur. Mais oui, ils ont peur, les Français. Regardez Macron sur l'immigration, mais c'est effrayant. Parce que c'est très simple, l'immigration. Moi, je suis partisan de l'immigration. La France est une terre d'immigration. Vous regardez n'importe quel livre. La France est une terre d'immigration. Mais oui, c'est une terre d'immigration. Bon, on pourrait refaire l'histoire, c'est ce qu'avait dit Emmanuel Macron. Mais non, mais il a raison là-dessus. Il a raison de temps en temps, notamment quand il dit ça. Mais simplement, aujourd'hui, c'est du délire. Puisque nous sommes à, quand on regarde les chiffres, par exemple, les titres de séjour, les premiers titres de séjour, on est déjà à plus de 300 000. Vous rajoutez les demandeurs d'asile, on est à 120 000. Enfin, on est à peu près à 450 000 par an avec en plus, parce qu'on l'oublie toujours, les clandestins. Les clandestins, d'après Gérald Darmanin, c'est entre 600 000 et 900 000. C'est-à-dire, vous pouvez rajouter peut-être encore quelques 100 000. Hein. Bon. Mais alors, et vous voyez un peu, ça veut dire une ville, ça veut dire 500, 600 000 immigrés en plus chaque année. Mais c'est du délire. Mais alors, que faut-il faire, François-Olivier Gisbert ? La France est un pays qui assimilait autrefois. Et aujourd'hui, elle a intégré pendant un certain temps, et aujourd'hui, elle n'assimile pas, bien sûr, et en plus, elle intègre même plus. C'est-à-dire, on empile et on envoie des gens au fin fond de la France, on leur donne des petites allocations, mais c'est quoi ça? Ça ressemble à quoi? Ça peut pas marcher. Mais face à ces défis immenses, quel Michel Barnier aura-t-on? Est-ce qu'on aura le Michel Barnier de la primaire de la droite qui a affirmé qu'il fallait un moratoire sur l'immigration? Mais il avait raison. Ou est-ce qu'on aura un Michel Barnier qui va devoir réaliser un consensus peut-être mou? Eh bien, le problème, si vous voulez, c'est que de toute façon, il ne peut pas gouverner, vraiment. Ça va être très compliqué. Mais la situation est grave à tout point de vue. Elle est grave sur le plan... les deux grands sujets, mais il y en a d'autres aussi. Hein. Il y a évidemment la dette dont on parlait. Il y a le problème de l'immigration. Il y a le problème aussi, il faut parler aussi, qui est fondamental, qui est la désindustrialisation. La France est l'un des pays les plus désindustrialisés d'Europe, d'ailleurs le plus désindustrialisé d'Europe, avec la Grèce. Mais si on vous écoute... ces imbéciles de politicards aussi nous ont expliqué pendant des années, c'est pas grave l'industrie, mais non, on va faire à la place, ça va être le tertiaire. Mais le résultat, c'est quoi? Si on vous écoute, il lui faudrait 10 ans, Michel Barnier, pour redresser tout cela. Marine Le Pen lui donne 10 mois avant une prochaine dissolution. Elle exagère ou elle est lucide? Vous savez, je crois qu'avec une volonté très forte, on peut faire des choses. Et puis la France, il y a de l'énergie, parce que la France n'est pas morte, elle n'est pas finie, et elle peut réagir un temps que ça, en fait. Et je pense que c'est ça qu'on attend tous, c'est-à-dire quelqu'un qui donne une ligne et qui ait du courage, enfin du courage. C'est-à-dire que vous savez très bien que quand vous regardez, par exemple, le schéma de 1958, pourquoi ça a marché? Parce que De Gaulle a fait un plan de rigueur, mais extrêmement violent, le plan Rueff-Pinet, bien connu. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Qu'est-ce qui s'est passé en France? Vous avez une croissance de 5, 6, il avait les mains libres, De Gaulle. Courage et liberté. Est-ce que Michel Barnier, qui peut, sans doute, peut-être, a-t-il, on l'espère, du courage, aura-t-il la liberté, les coudées franches, selon vous? Là, si vous voulez... Par le haut, il est quand même limité par Emmanuel Macron. Vous avez raison, il faudra qu'il s'affranchisse un peu de Macron. C'est-à-dire quoi? Rompre évident. Avec le macronisme? Rompre, si vous voulez. Mais non, mais le problème du macronisme, de toute façon, il a besoin, évidemment, des voix macronistes, mais les voix macronistes, elles sont passées chez Attal et Philippe. Plutôt enfin, les deux, d'ailleurs, hein, parce que ce sont les deux, voilà, ils sont déjà là. C'est le problème de la France. Vous savez, on vit une sorte d'américanisation de la vie politique. Tout est de plus en plus rapide. L'élection présidentielle a à peine lieu. On pense déjà à la suivante. Ça, c'est à cause de nous, d'ailleurs, la réduction du mandat parlementaire de 7 à 5 ans. C'est très mauvais du point de vue de la politique. On le sent, on le voit bien. Et puis, vous savez, l'absence de vision, l'absence de long terme. Et puis, en plus, on a tendance à élire, disons, des présidents très court-termistes, comme l'actuel. Il y en a un qui... Court-termiste, c'est-à-dire on ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Il y en a un qui cherche à voir un peu plus loin que le bout de son nez, ou en tous les cas à voir la gauche différemment. C'est François Ruffin qui a été hué, vous l'avez remarqué évidemment, François-Olivier Gisbert à la fête de l'UMA, pour avoir dénoncé la vision racialiste et communautariste de Jean-Luc Mélenchon. Je voudrais citer cette phrase dans son livre, je cite: « Quand je tombais sur un noir ou un arabe, dit-il, eh bien je sortais le tract en gros, la tête de Mélenchon et c'était le succès assuré. »
François Ruffin dénonce ce que vous-même ou d'autres disent depuis longtemps, c'est-à-dire finalement le choix du communautarisme électoral de Jean-Luc Mélenchon. Je vois que ça vous fait sourire. Bah Je oui, le dis à nos auditeurs il d'Europe 1 qui ne voient découvre pas la votre sourire sur lune. CNews. Il découvre la lune. Mais il le dit, il le dit. Oui, il le dit, mais enfin bon, on le sait tous, on l'a tous vu. Et c'est évidemment vrai. C'est-à-dire qu'il y a... lui, il reprend un discours, mais enfin, il aurait pu le faire avant aussi. C'est-à-dire que c'est quoi la gauche? C'est quoi la gauche en Europe? La gauche, ce sont en général les classes laborieuses, les ouvriers. Aujourd'hui, c'est, hélas pour la gauche, c'est souvent le Rassemblement national. Elle a laissé toutes ces classes laborieuses, et les a laissées au Rassemblement national. Parce qu'au fond, elle a tout abandonné. Elle a abandonné la valeur travail, elle a abandonné le patriotisme, elle a abandonné la sécurité. La gauche, finalement, elle s'intéressait qu'aux bobos. La gauche Mélenchon. Oui, oui. La gauche, non. Je dirais la gauche aussi, la gauche socialiste. Souvenez-vous, il y a eu le fameux François think tank. Hollande, hier, a déploré les limites de la radicalité mélenchoniste. Oui, mais attendez, c'est pas la radicalité, il s'adresse en fait... Regardez d'ailleurs, qu'est-ce que c'est les mélenchonistes, et puis d'ailleurs une partie de la gauche socialiste, souvent des gens, des enfants dont les parents sont un peu friqués, vous voyez, c'est pas... D'ailleurs, regardez comment votent les quartiers riches, c'est vrai aussi à Paris comme à Marseille, c'est-à-dire, il y a vraiment... oui, c'est une façon de voir les choses, de toute façon on s'en fout, c'est pas grave, on s'amuse. Et le vrai sujet, si vous voulez, c'est que la gauche doit redevenir la gauche, et la gauche, en principe, ce sont les classes laborieuses. Elle a laissé tout ça au Rassemblement national, elle ne récupérera pas avant longtemps, parce qu'elle a abandonné les valeurs. Elle a abandonné les valeurs de la gauche. Les valeurs de la gauche, je suis désolé, vous reprenez les discours de Jaurès, tout ça. C'est quand même, c'est notamment la valeur travail d'ailleurs. C'est une valeur du Parti communiste, principalement. Tout ça a été abandonné. Et au fond, on assiste, je parlais tout à l'heure d'américanisation, mais oui, c'est l'américanisation, puisque on vit aujourd'hui, ce que fait aujourd'hui Mélenchon, c'est du communautarisme. C'est-à-dire, il a remplacé... C'est du communautarisme, c'est-à-dire... Il a remplacé l'ouvrier par l'immigré. Par l'immigré, par le jeune. Allez plus loin, Il dit, on va s'intéresser, nous, aux jeunes et aux immigrés. Alors, évidemment, c'est tout ça un peu naïf, parce que quand vous les voyez, les gens du LFI, ce sont, pour l'essentiel, tous les dirigeants, ce sont des Français de souche, pour parler comme certains, vous voyez, qui d'ailleurs, en général, sont tous issus de... Pas des classes laborieuses, hein, les parents, en général en dessous. Et un jour, comme je dis toujours, les frères musulmans vont reprendre leurs biens. Puisque les frères musulmans, sont eux qui d'ailleurs tirent les ficelles aujourd'hui en Belgique, c'est eux qui tirent les ficelles. Donc ils sont en train de se bagarrer, pardonnez-moi, sur une sorte de lumpenprolétariat, de substitution avec les migrants. Absolument. Oui, mais alors avec une conception des immigrés d'ailleurs assez atroce, parce que c'est pas la réalité, vous savez très bien. Mais non, parce que les immigrés, il y en a tellement qui aiment ce pays. Enfin, on le voit tout le temps, qui veulent le défendre et qui l'aiment beaucoup plus évidemment qu'eux. Donc tout ça, si vous voulez, c'est... Pour moi, c'est l'abjection de la politique. Avec derrière, en plus, parce que quand je disais américanisation à travers le communautarisme, l'ethnicisation même de la politique, vous avez un deuxième élément très important, c'est l'arrivée des faits alternatifs à la Trump. Vous savez, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'explique la gauche, l'extrême gauche? Nous avons gagné les élections, mais c'est quoi ce truc? Mais ils ont gagné, vous avez vu qu'au premier tour, qui fait référence, 27,99% pour le nouveau Front populaire. Ils n'ont pas gagné, ils ont un tiers même pas un tiers des électeurs. Au contraire, c'est un échec. Mais à chaque fois, ils expliquent qu'ils ont gagné. Et les gens le croient. Vous voyez, c'est ça aussi on vit dans un monde de... Vous dénoncez les faits alternatifs. On vit dans un monde de fantaisie. Là, ce n'est pas un fait alternatif. Et vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait le risque que les islamistes viennent récupérer finalement cet électorat de substitution. C'est ce qui s'est passé dans les rues de Paris avec un appel à l'intifada. On a beaucoup parlé sur CNews et Europe 1. On n'a pas beaucoup parlé dans les médias. Hein, et puis d'ailleurs, les politiques n'ont pas beaucoup réagi. Un appel à l'intifada quand même. Parce que c'est un appel à l'intifada à Paris, devant une foule assez importante, par Elias Damzaleh, mais de toute façon, c'est pas son vrai nom, donc il a un pseudo, il s'appelle de son vrai nom d'ailleurs, Zarelli. Fiché S, une enquête a été ouverte. S, bien entendu, très copain avec tous les gens de LFI, Thomas Porte, Rima Hassan, Ercilia Soudé, enfin tout ça sont ses amis. Et d'ailleurs, il y en avait quelques-uns il y avait Louis Boyard, le célèbre Louis Boyard qui était là, je crois, à cette manif. Et donc, il lance un appel à l'intifada. Et l'intifada, attention, c'est intéressant, l'intifada, vous savez,
ce que ça veut dire en arabe, ça veut dire soulèvement. Et bon, c'est évidemment, ça s'est répandu beaucoup du côté de la Palestine contre Israël. Et l'intifada, c'est la guerre, hein, c'est un soulèvement qui se fait à coups de pierre, à coups d'armes à feu, etc. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit... il lance un appel à l'intifada, bon, évidemment, contre Israël, contre les Juifs, les citoyens juifs, etc., les Israéliens, mais surtout aussi contre Macron. Il dit, on les connaît, les voleurs qui habitent à l'Élysée, à Matignon, et est-ce qu'on est prêt à les virer aussi? Est-ce qu'on est prêt à mener l'intifada à Paris? Voilà. Et ça passe comme une lettre à la poste. Pour vous, c'est un appel à la haine, au trouble public grave. Oui, alors pourquoi cette apathie? Pourquoi ce manque de réaction pour conclure? Parce que c'est l'indolence. C'est l'indolence, c'est, comment dire, oui, c'est le signe d'un affaissement, c'est-à-dire, on a tout oublié, je disais la gauche a oublié ses valeurs, mais je veux dire, les Français, par moment, heureusement qu'il y a quelques immigrés pour défendre la France, on a l'impression, ouais, mais non, mais c'est une, comment dire, les Français en général, on va dire, quelles que soient leurs origines. Mais je trouve, parfois, j'entends, chez les immigrés, parce que je vis à Marseille, j'en vois beaucoup, j'entends vraiment des inquiétudes, des angoisses, ils aiment ce pays, et ils veulent que la France reste la France avec ses valeurs. Et si vous voulez, l'espèce de fatigue générale, l'espèce d'habitude, en fait, voilà, on s'habitue. Alors, il y a un abruti qui lance un appel à l'intifada en plein Paris, les politiques réagissent à peine, les médias n'en parlent pas, et parce qu'il ne faut pas stigmatiser. Et vous êtes là pour casser le ronron ce matin, vous le dites, et je vois votre colère, évidemment, sur ce fait dont on a parlé sur CNews Europe 1.